Voilà. Tac. Eh bien, c'est parti, messieurs. On va attaquer ce webinaire en attendant les derniers retardataires, qui sont quand même trois quand même, hein. Ça va multiplier notre effectif par deux, donc j'espère qu'ils vont se connecter. Eh bien, alors, je sais pas, qui veut commencer? Bruno, Olivier, lequel d'entre vous veut se lancer? Vas-y, hein, Bruno, tu peux y aller. Hein. Si vous voulez. Donc on parlait de l'actualité. Enfin moi ce que j'ai visité c'est deux entrepôts en fait. Enfin il y en a un, c'est une ancienne imprimerie. D'accord. Et il y a de quoi faire des garages relativement importants. Alors moi vous en avais parlé, hein, ce que je cible c'est surface de 30 à 50 mètres carrés. D'accord. Ok. Au-delà, donc avec un volume de, on va dire, 200 mètres carrés, bah, là, j'en fais 4. Et dans le premier entrepôt que j'ai vu, il y avait pas mal de choses intéressantes. C'est une ancienne imprimerie. Donc, ce qui veut dire déjà isolé, puisque c'était un lieu de travail, on va dire, et de travail, bon, c'est bétonné, hein, pour une ancienne imprimerie, tout simplement. Hein. C'est bien, c'est propre, quoi. Pardon, ouais, c'est propre, oui. Ouais, c'est bien ça. Et avec maison d'habitation et puis un gros chien. Donc voilà, en termes de sécurité, tout est bien. Et puis finalement, les prix étaient corrects. Et finalement, j'ai décliné parce que par rapport à Rennes, l'agglomération de Rennes, on est quand même quasiment à 25 minutes de temps de transport. D'accord, ouais. Et comme on dit, hein, l'emplacement est toujours hyper important. Et donc là, j'ai pas donné suite dans l'immédiat à cause de l'éloignement. Alors que les surfaces étaient vraiment bien et complètement aménageables. Et deuxième... Mais tu sais, juste sur l'imprimerie, parce que tu es dessus. Oui. Moi, il y a quand même des corps de métiers d'activité où je fais un peu attention, c'est les anciens garages et justement les anciennes imprimeries ou choses comme ça, pour les histoires de pollution éventuelle. C'est-à-dire que si à terme tu dois revendre, tant que ça reste comme ça, que tu loues, ça va, mais le jour où je sais pas, dans 10 ans, 20 ans, si tu veux revendre, si quelqu'un veut racheter pour reconstruire quelque chose, ça peut être assez compliqué. Parce que... ouais, surtout si la législation, par exemple, change, par exemple. C'est les problèmes de pollution, parce que les imprimeries, si elle est là depuis 50 ans, je ne sais pas comment ils travaillent il y a 50 ans, il y a souvent des sols pollués, et donc il y a des problèmes de... Ouais. J'ai vu comme ça des ventes bloquées dans des garages à cause de coûts de dépollution qui tuaient les projets futurs, en fait. C'est vrai. Moi, il y a quelques années, je m'étais occupé de ça, la construction d'un atelier, mais voilà, pour faire de la maintenance. C'était pollué, il y a eu du charbon qui avait été stocké, etc. Et c'était 100 € du mètre cube. Et ça remonte à il y a plus de 10 ans. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, les normes ont évolué. À mon avis, c'est 120, 130 € du mètre cube pour dépolluer des terres. Hein. C'est-à-dire, en gros, tu construis un bâtiment, mais il faut décaisser. Et en gros, tant que tu trouves des terres polluées, eh ben, on t'oblige à continuer à gratter. Et là, tu arrives, bon là c'était un grand atelier, je crois que la facture à l'époque, il y a 10 ans de ça, il y en avait pour 350 000 €. Ouais, ça a vite fait de te ruiner. Donc effectivement, tu as raison, j'avais pas pensé à imprimer égal produit polluant qui pourrait rester dans le sol ou ailleurs, effectivement. Donc ça, j'ai abandonné là pour l'instant. Et tu as abandonné, tu disais par rapport à la distance, Bruno, je te coupe, mais oui. Parce que la distance, toi, tu voulais faire quoi en fait? Stationner quel type de véhicule tu disais c'est à 20 minutes de Rennes. Alors moi, c'est pour des Rennais principalement. Dans c'est un petit village de, je sais pas, 4000 habitants peut-être. Et je suis pas sûr qu'il y ait, d'un point de vue marché, il y ait suffisamment de besoins pour des surfaces de stockage. Hein, donc moi, c'est camping-car, stockage de voitures. Et donc peut-être artisan, c'est aussi possible. Et donc je suis pas sûr qu'il y avait le potentiel.
C'est ça qui me surprend parce que moi justement, là, bon, j'en parlerai tout à l'heure, mais niveau entrepôt, on s'est excentré un peu. Et justement, les camping-cars caravanes, le fait que tu sois un peu excentré d'une grande agglomération, si tu arrives à acheter un bien pas trop cher et que tu fais des tarifs assez attractifs, pourquoi tu remplirais pas? Alors hormis le côté imprimerie qui a des risques de pollution, ce qu'Olivier a dit qui est vraiment un truc auquel j'aurais même pas pensé non plus. Donc c'est bien vu Olivier. Et ben parce que mine de rien, quelqu'un qui a un camping-car, il y va quand même régulièrement. Ça paraît pas comme ça, mais les gens, alors beaucoup des retraités notamment, je peux dire qu'ils y vont toutes les semaines, hein, voire plusieurs fois à la semaine. Hein. Pour bricoler, parce que c'est pas qu'un, ça sert aussi entre guillemets d'atelier, de rangement, et les gens bricolent et ils y vont. Moi, les garages que j'ai déjà, souvent je côtoie des gens qui ont des camping-cars et les gens ils viennent 2-3 fois à la semaine, hein. Même en hiver. Hein. Et donc l'éloignement, 25 minutes de temps de transport, tout de suite c'est rédhibitoire. Tout de suite le prix au mètre carré il plonge en termes de location. Hein. Ah, je comprends. Et il y a beaucoup de retraités. Moins cher. Les propriétaires de camping-cars, il y a beaucoup de retraités aussi qui ont beaucoup de temps. Du coup, ça m'étonne pas, ils y vont souvent, quoi. Ça les amuse, ça les occupe, quoi. Ouais, je comprends. Mais tu sais, quand tu dis 25 km de Rennes, je connais pas bien là-bas, mais est-ce que tu es pour autant sur un axe qui relie Rennes à une ville assez importante, par exemple? Alors c'est pour ça que c'est pas mal. Je parlais en temps de transport, hein. 25 minutes, bon, ça fait oui une trentaine de kilomètres. Quand même. Non, tu as un grand, c'est l'axe Rennes-Saint-Brieuc, donc c'est un axe assez important, c'est une 4 voies. Et par contre, tu te tapes 10 km de toute petite route, quoi. Et là, là c'est rédhibitoire. Là, je vois tout de suite, par rapport à quelque chose qui est tout de suite en sortie de 4 voies, ou à 1 ou 2 km de 4 voies, de sortie de 4 voies, ah non, l'emplacement, Et le deuxième projet, qui est un peu plus avancé, là, c'est un hangar en fait agricole. C'était un exploitant agricole qui louait. C'est pas qu'il louait, c'est qu'il avait des machines agricoles type moissonneuse. Donc tout de suite, c'est des hangars très hauts, hein, parce que pour faire rentrer une moissonneuse, tu as le hangar, il doit faire au moins 10 mètres de hauteur minimale. Hein, minimale. Et là, en fait, donc il arrête son activité. Il y a peut-être quelqu'un qui se connecte. Ouais, normalement c'est Philippe. Si... Tu es là, Philippe? Bonjour l'équipe. Salut Philippe. Bonjour à toi. Bonjour. Et donc c'est quelqu'un qui arrête son activité donc de machine agricole, hein, et qui a fait appel à une agence immobilière, on va dire, pour valoriser le patrimoine, et ils ont convenu de découper ça par lot. Et ils ont fait appel à un géomètre qui a fait tous les bornages et qui a découpé des lots. Alors sachant qu'il y a des lots couverts et il y a des lots non couverts où on peut faire du stockage. Il y a des engins de BTP par exemple qui sont stockés à ce moment-là. Et il reste à peu près 50% de hangar à vendre. Donc moi ça m'intéresse. Ça fait 300 mètres carrés. Et donc j'ai commencé à faire des plans et en fait on peut faire 7 grands box d'une surface de autour de 50 mètres carrés en moyenne. C'est pas mal. Et c'est surtout c'est dans la Gaubane. Et donc c'est une ville où il y a beaucoup d'activités industrielles. Donc il y a besoin de c'est une ville qui touche Rennes. Et où il y a des besoins et le foncier là est très très rare. C'est la première fois que je vois ce genre de foncier et puis d'habitat, on va dire transformable en box à cet endroit-là, sur cette commune. Et donc là, pour l'instant, j'en suis au chiffrage. J'ai demandé à l'agence immobilière qui s'en occupe de demander, puisqu'on est sur terre battue, et en fait j'ai demandé qu'il fasse un chiffrage par les entreprises qu'il connaît du bétonnage et de clore le bâtiment, c'est-à-dire c'est du bardage en tôle de métal, et puis alors on pourra parler des portes,
sur un entrepôt déjà existant ou un hangar qu'on veut fermer, quel type de porte on peut y mettre. On peut y mettre des portes sectionnelles, voilà, électriques, tout ce qu'on veut. Et moi, je suis assez basique. J'ai vu des entrepôts comme ça où c'est des portes à bâtons en métal, toutes simples, et qui ont 30 ans, 40 ans et qui n'ont pas bougé, quoi. Il n'y a pas un coup de peinture à remettre dessus. Il n'y a pas de problème électrique. Il y a juste un coup de WD-40 à faire peut-être une fois tous les 5 ans sur la serrure. Et un coup de graisse peut-être sur les axes. Et voilà, donc j'ai demandé un devis dans ce sens. Plus c'est Ça coûte basique, même moins plus c'est cher, à mon robuste. avis, qu'une porte sectionnelle traditionnelle, ça. Ah oui, bien sûr. Et puis il y a possibilité d'avoir l'électricité, mais dans l'immédiat, c'est pas un souhait de ma part. Ok. Voilà, je suis sur ces 2 projets, dont le deuxième n'est pas plus abouti, mais j'attends d'avoir finalisé. Alors le prix de vente, je le connais à peu près, c'est les travaux, la partie travaux. Et puis après, je regarderai la possibilité de faire une SCI. Comme il y a des travaux, ça peut être une SCI à l'IS, Ouais. pour récupérer la TVA notamment. Voilà. Ouais. Justement, avec Philippe, donc Philippe, c'est mon associé, on a eu un gros entretien ce matin avec un expert comptable, donc on pourra en discuter tout à l'heure de cette partie-ci entre IR, IS. Il faut d'ailleurs que je formalise tout ça dans le module SCI qu'on a commencé de faire sur le site. Il y a pas mal de trucs particuliers pour cette partie-ci, mais on en rediscutera tout à l'heure. Donc toi, oui, il te faudra plus des renseignements sur cette partie-là. Donc c'est ça, sur tout ce qui est un peu SCI, IR, IS. Ah, le but après, c'est de faire une SCI et plutôt, je pense à l'IS. L'intérêt, c'est de piloter après ta sortie de résultats de la SCI, puisque si c'est une SCI à IR, il y a transparence fiscale. Tes résultats arrivent direct sur ta feuille d'impôt sur le revenu. Donc là, tu pilotes rien. C'est-à-dire, notamment quand tu arrives à une retraite ou pour des gens qui auraient des revenus variables, l'intérêt d'une SCI à l'IS, c'est que tu sors des dividendes quand tu en as besoin. Et voilà, pour éviter de payer trop d'impôts, ou le jour où tu as moins de revenus, eh ben, tu sors du dividende. Le gros intérêt des SCI à l'IS, c'est ça, c'est que tu pilotes tes sorties de résultats, alors qu'à l'IR, tu as une transparence fiscale. Alors moi, c'est ce que j'en ai retenu un petit peu en étudiant un peu la question. Mais il y a d'autres sujets, hein. SCI, c'est très vaste. Hein. C'est très vaste, ouais. Ouais, c'est très vaste, mais c'est bien résumé, ouais. Finalement, c'est bien résumé. Après, il y a tout le volet TVA aussi qui est très très vaste et qui est très particulier aussi dans la location de stationnement. Donc, c'est pas mal de voir toute cette partie aussi. Ok. Olivier, je vais te donner la parole. Merci Bruno pour ces éléments et puis on reprendra après derrière donc sur les différentes questions ou s'il y a des points particuliers sur l'entrepôt. Olivier, je te laisse faire ton petit tour de météo. Donc, alors la dernière fois, j'étais en train de construire un box, je vous en avais peut-être parlé. J'avais un désemplacement de parking que j'ai acheté il y a 5 ans. J'avais essayé d'obtenir il y a 2 ans des autorisations de voisins. Ça n'avait pas abouti. Et je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps qu'en fait, j'avais une mauvaise adresse postale d'un voisin et que c'est pour ça que ça n'aboutissait pas en fait. Donc j'ai eu les 2 autorisations des 2 voisins. Donc j'ai construit un double box en fait. C'était ma première expérience de construction de box. Et je suis même pas allé voir encore. Hein. C'est mes parents qui sont allés récupérer la clé. Je suis pressé de le voir d'ailleurs. Mais je l'ai déjà loué par contre. En fait, il y avait quelqu'un qui me louait un emplacement. Quand il a vu que je faisais le box, il a voulu basculer dans le double box. En fait. Okay. Donc, je l'ai pas vu. Je sais qu'il est construit et qu'il est loué. Donc c'est vrai que ça a bien augmenté la rentabilité en fait de ce parking-là. T'es passé de combien en termes de loyer? Tu sais nous dire un peu plus? Alors, ouais, les places, je les loue 60 € par mois. Et là, c'est 2 places que j'ai pris pour faire un double box, mais je le loue pas très cher, je le loue 190 € par mois. Et en gros, ça m'a coûté 4 000 € de construire le double box.
entre 4000 et 4005. Alors, mais j'ai pas mal de frais dans ce parking. J'ai un fichier où j'ai toutes mes rentabilités nettes, hein, je pourrais regarder tout à l'heure, mais dans ce parking, si tu veux, un emplacement n'est pas très rentable. J'ai quasi 20 € de charge. Par contre, le double box, il est correct, quoi. Je sais plus à combien je suis, mais je pourrais vous le dire tout à l'heure. Ouais, ça vaut le coup de discuter là-dessus. Ouais. Et ce box, tu l'as fait faire, t'as consulté la société Boxage qui est partenaire du collectif ou pas du tout? Non, j'avais déjà fait il y a quelques années 3 devis avec 3 sociétés différentes que je connais par ailleurs, mais il y en a une que je trouve très bien, avec qui j'ai fait appel. J'ai un très bon contact avec la commerciale que je connais, qui m'a déjà fait plusieurs devis Elle m'avait déjà fait, si tu veux, il y a quelques années déjà, des devis dans ce parking. D'accord. Elle m'en a fait un autre sur lequel j'attendais une autorisation de boxer, mais je l'ai pas eu. Donc j'ai refait appel à elle. Au-delà du tarif, elle est aussi, elle conseille très bien, quoi. Tu vois. C'est une bonne commerciale. Okay. Et puis l'entreprise est très professionnelle. Ça joue beaucoup. Parce que tu sais, ils ont eu un petit retard à la livraison parce que tu avais le directeur technique qui voulait aller voir ce qu'avait fait un des ouvriers parce que il voulait vraiment être sûr qu'il n'y ait pas de problème, quoi, tu vois. Enfin, j'ai trouvé la démarche assez professionnelle. Voilà, donc, alors, sinon, j'ai continué à louer pas mal. C'est-à-dire que maintenant, et surtout, je vais vous le dire, mais j'ai trouvé 2 nouveaux lots. Et donc, je m'étais fixé un objectif de 50 parkings à fin 2017, et j'arrive pile à 50. C'est le hasard, hein, mais j'arrive pile. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est pile. Alors, j'ai pas mal loué. Moi, c'est assez déséquilibré en termes de nombre de parkings que j'ai par lot, parce que j'ai des lots. J'ai même un endroit où j'ai un seul parking jusqu'à 19. J'ai un lot où j'en ai 19. Beaucoup de lots où j'en ai 4 ou 5, et puis un lot où j'en ai 10. Et puis un truc unitaire. Deux endroits où j'ai des trucs unitaires. Et donc je dis ça parce que tout à l'heure, par exemple, quand vous parlez de la sécurité, je sais que quand il y a des problèmes de sécurité dans un parking, tu peux perdre la moitié de tes locataires, quoi. Ouais, c'est et clair. Donc, ouais, et le fait d'avoir un lot de 19, je trouve que c'est un peu beaucoup, quoi. Enfin, et donc c'est ce fameux lot où j'en ai loué 14 maintenant. Donc je monte, hein, mais je l'ai acheté quand même il y a 1 an et demi. D'accord. C'est fidèle à ce que je pensais quand je l'ai acheté. Je pensais qu'il me faudrait 2 ans pour tout louer. Mais sachant que je fais aucune démarche commerciale, je vais pas mettre de papier dans la boîte aux lettres ni rien, je fais que du Le Bon Coin. Et donc j'en ai loué 14 en 1 an et demi, donc je trouve que c'est raisonnable. C'est pas mal. Ouais, je suis persuadé que dans 6 mois j'aurai tout loué. Mais ça c'est aussi un inconvénient des grands lots quand même, hein, c'est qu'il faut, pour remplir, il faut un certain temps. Une espèce de délai de latence, quoi. Alors tu sais que, juste sur ce point-là, moi quand je regarde les lots qui sont à vendre, j'ai tout le temps une colonne, un tableau de sélection où je rentre au fur et à mesure toutes les propositions ou tout ce que j'ai vu sur le marché, c'est le pourcentage de garages loués. Ouais. C'est-à-dire, tu as des lots parfois, effectivement, 100% des garages sont loués. Alors moi j'achète que du neuf. Pour différentes raisons, parce que je veux des parkings qui ont des accès faciles, des tailles standards, des frais de notaire réduits, et puis pas de problème. Puis c'est plutôt vendeur le neuf, quoi. Et sur les prix, par exemple, t'as une grosse différence? Ah ouais. Surtout quand j'achète des lots, en fait. Oui, des lots, forcément, c'est proportionnel. Ouais. Mais entre un lot de 100 000 €, frais de notaire, on doit être à, je sais pas, 7% peut-être. 7,5, je pense, ouais. Ouais, en ancien. Dans le neuf, je suis à 2,5 dans le neuf. Ah oui, quand même. Ah si, ça vaut le coup le neuf. C'est pas d'autre, hein. Mais l'investissement est plus cher aussi, peut-être, non? Ou tu attends d'avoir des invendus, des choses qui restent des promoteurs? C'est souvent les invendus, c'est souvent à la fin. C'est là où tu peux faire les meilleurs coups, ouais. Ouais, mais c'est compliqué, hein, ils sont pas tous... T'as des promoteurs, ils vont mettre 3 ans pour vendre leur parking, quoi. Et ils s'accrochent à leur prix.
Et d'ailleurs, il y en a là que j'avais repéré. J'avais fait une offre sur des parkings. J'ai regardé mes mails. Il y a quasi 3 ans. Ils sont encore à vendre et je vais revenir à la charge. Là. Je vais essayer de casser le prix. Bah ouais, Je vais leur dire non mais écoutez, vous êtes pas sérieux. Ça fait 3 ans que vous les vendez. Vous voyez bien que vous les vendez pas. ça se vend pas. Essayez Parce que d'attaquer. c'est important ça, parce que sur ce type de garage qu'un promoteur a toujours, mine de rien, lui il paye quoi? Il paye de la taxe foncière, Et des il paye charges, toutes les charges. des charges, et également de la taxe foncière, forcément, parce que c'est lui le propriétaire. Bien sûr. Et il Ouais, peut pas donc, les louer, lui. C'est sûr, mais si tu veux, le problème c'est que tu as des responsables de programme chez les promoteurs qui, je sais pas, ils ont l'habitude de négocier puis ils lâchent rien quoi. Et je sais pas. Et puis le problème des promoteurs, c'est que le coût des constructions des parkings en sous-sol est très très cher. Donc s'ils regardent leur coût de revient de construction de parking et qu'ils alignent les prix comme ça, c'est extrêmement cher. Des fois, c'est 2 à 3 fois le prix de marché, si tu veux. Et donc, il faut qu'ils s'enlèvent ça de la tête et qu'ils se disent, on est dans une autre démarche. Il nous en reste 2. Il faut liquider, il faut fermer, il faut passer à notre programme. Il faut qu'ils regardent le résultat financier en fait de leur programme immobilier, parce que là où ils gagnent beaucoup d'argent, c'est sur les logements. Parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais une amie architecte qui m'avait expliqué. Donc tout ce qui est parking en fait en sous-sol, oui, c'est ce qui coûte le plus cher parce qu'il y a des normes, il y a plein de choses. Et après, en fait, ils ont le terrain et tout, je crois, est calculé sur la surface du terrain et c'est même imputé au parking. Et après, derrière, ils montent les étages. Et plus ils montent haut, bah forcément, plus ils ont après de la rentabilité. Et la rentabilité, ils la font réellement avec les logements et pas avec les parkings. Parce que les parkings sont en fait j'ai envie de dire, des annexes au logement. Et ce qu'ils vendent pas, ben, c'est vrai que s'ils gardent dans la tête de vendre ça une fortune, c'est compliqué. Mais ça m'est déjà arrivé des promoteurs qui voulaient vendre des parkings une telle fortune que ça se vend pas jusqu'au jour où un mec arrive avec un prix, voilà, puis t'arrives à les convaincre. Ouais. Il faudrait leur démontrer le coût des charges, en fait, leur demander le coût des charges et leur démontrer. Ouais, juste une petite question. Aujourd'hui, les promoteurs, pour un logement construit, ils ont l'obligation de fournir un parking? Alors ça dépend des mairies, je connais pas tout par cœur, ou des PLU, mais ça dépend des PLU. Mais en fait, c'est souvent, par exemple, pour les logements qui font plus de 60 mètres carrés, ils sont obligés de mettre 2 places et puis une place pour les autres. Ça dépend de quelle zone ils sont en PLU, en fait. Oui. En zone UA, etc. Enfin, mais en gros, ça les arrange pas. Hein. Ils veulent le minimum de parking possible parce que ça leur coûte très cher. Et parce que souvent, d'ailleurs, le gouvernement veut revoir ça. Ces contraintes de parking bloquent des projets. C'est-à-dire que tu as des projets qui sont techniquement pas viables à cause faudrait faire trop de places de parking et du coup, d'un point de vue construction, c'est dans le centre-ville et ça marche pas, quoi. Enfin, comme le but c'est de chasser quand même les voitures des centres-villes, donc y compris pour les gens qui résident, qui prennent le transport en commun, la législation à un moment ou à un autre va... Ou alors les mairies vont dire non, ok, on autorise, mais il n'y a plus besoin de parking, quoi. Moins besoin de parking. Ouais, ils ont relâché un peu, d'ailleurs, récemment, je crois. Il y a des trucs du nombre de parkings en fonction de à quelle distance c'est du RER. J'ai épluché quelques PLU parce que j'avais des projets à un moment. Quand tu étais à moins de 400 mètres du RER, la contrainte en parking était plus faible, par exemple, tu vois, que si tu étais à plus de 400 mètres. Parce qu'ils sont conscients que plus tu es en zone urbaine dense, plus c'est compliqué de leur demander de construire des parkings, quoi. Oui, et puis plus... Parce qu'il y a le RER. Oui, voilà, il y a le RER. Donc... Ce qui veut dire que, indépendamment, aussi bien, tu peux avoir des gens qui finalement utilisent leur voiture que le week-end, pour partir en province, notamment, enfin en province ou à l'extérieur de la grande ville. C'est-à-dire, à un moment, on peut presque avoir des garages en périphérie, juste pour garer des voitures, la voiture qui va servir uniquement le week-end, quoi. Ouais, ben moi j'ai des clients, parce que moi je suis qu'en banlieue dans mes parkings, mais j'ai des clients un peu comme ça. J'ai même des clients, enfin des locataires qui utilisent leur voiture que pendant les vacances. Et comme j'ai un parking qui est à 25 km de Paris, je pense que je loue que 40 € par mois, parking en sous-sol dans une résidence neuve. C'est pas cher, donc j'ai des gens vraiment
qui me louent comme ça, pour une voiture qu'ils utilisent peu en fait. Mais tu vois, enfin, à chaque fois c'est pareil, hein, c'est quand on se projette dans le futur, on voit une ville où les gens partagent tout, ils n'ont pas de voiture. Enfin. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que quand l'immeuble il sort, les gens ils déménagent, ils arrivent. Au départ, ils ont assez de place, et puis rapidement, il leur manque une place de parking parce que la famille, le fils, ça y est, il a son permis, il a une voiture. Et donc ça se remplit. Et quand je retourne dans une résidence là que j'ai acheté neuve 2 ans après, mais t'as des voitures partout, t'as des voitures sur les trottoirs partout, ils savent plus où les mettre. Hein. Donc quand on regarde à Paris, je suis d'accord, à Paris ça baisse hein, le nombre de voitures par personne, mais en banlieue c'est pas près de baisser. Hein. Surtout quand tu vas dans des banlieues, faut pas aller ici le milieu, mais si tu vas un peu plus loin, je trouve qu'il y a toujours une croissance du besoin en voiture. Et ce qui est paradoxal, c'est que moi, je vois près de chez moi, par exemple, on a des résidences avec des parkings tout neufs qui sont vides. Les gens se garent sur les trottoirs n'importe comment et ils ne mettent pas les voitures dans les parkings. Et même là, l'hiver, que nous, on a commencé à avoir un peu de givre et tout. Et moi, ça me rend malade de voir ces parkings vides. Et en fait, il y a une résidence toute neuve, ils se garent tous dehors et il n'y en a pas un qui rentre dans le palais. Il doit y avoir, sur le parking doit faire une dizaine de places, c'est une petite résidence. Et l'autre jour, je regardais, il y avait 2 voitures dedans. Et par contre, les parkings extérieurs, les trottoirs, c'est tout plein. Et c'est ça qui est dingue, quoi. Et tu parles d'un parking extérieur qui ne s'utilise pas? Intérieur, ouais. Qui est souterrain sous une résidence. Et les gens préfèrent se garer dehors ou sur les trottoirs, au ras, même certains devant, à côté de l'accès parking. Dès qu'il y a un tout petit trou, ils se mettent là, en fait. Qui ne sont pas des places de stationnement. Mais les gens se mettent là, alors, justement. Ouais, il peut y avoir un truc, c'est que si tu as un parking avec une résidence où l'ascenseur descend jusqu'au parking, etc., où quelque part il te fait gagner du temps, c'est pas mal. Mais si c'est une résidence où tu te gares devant et tu es vite rentré, il gagne du temps. Il gagne du temps à se garer à l'extérieur, alors que le parking, c'est une contrainte, quoi. Faut descendre la rampe, appuyer sur le bip pour ouvrir la porte. Je suis d'accord. Ouais, mais bon. Ouais. Faire des manœuvres. Ouais, c'est vrai. Faire des manœuvres. Ouais. Mais alors, donc il me manque. Donc, j'ai d'autres parkings qui sont en cours de livraison, hein, qui sont pas encore livrés, mais en gros j'ai tout loué, sauf 5 là dans le lot 19. Et donc j'ai acheté 2 nouveaux lots. J'avoue que j'ai tendu un peu ma zone géographique. Hein. Moi je suis concentré sur l'ouest et le sud de Paris. Et là, je suis allé un peu plus au nord-ouest et un peu plus à l'est. À défaut de trouver, quoi. Quand la zone géographique est trop restreinte, au bout d'un moment, c'est trop long, quoi. Il n'y a rien, j'avais du mal. Donc là, j'achète 2 petits lots. Enfin, il y a un lot de 6, une place intérieure et 5 places extérieures. Alors ça, c'est une nouveauté pour moi. Moi, j'étais contre... Enfin, j'ai aucune place extérieure aujourd'hui. Je me disais qu'il n'y avait pas assez de plus-value par rapport aux places intérieures, mais là j'ai eu un prix très très bas, donc je pense que ça vaut pas grand-chose une place extérieure, mais malgré tout, le prix était bas, donc je me suis lancé. Et puis dans le lot, il y a une intérieure aussi. Donc, les places extérieures, tu vas les louer. Je vois pas pourquoi tu as peur de. Elles se loueront moins cher, elles ont moins de valeur, mais. Ouais, mais si tu veux, je suis allé, alors ça changera peut-être, on est quand même en région parisienne, mais le long d'un trottoir qui est très très large, il y a plein de voitures qui sont dessus garées, par exemple, tu vois, gratuitement. Pas très loin. Donc, je finirai par faire quelque chose avec ces places, mais il y a quand même un minimum de sécurité dans le sens où tu as quand même une espèce de grillage avec bip. Ouais, ce qui fait qu'elles sont dans un espace clos, quoi, tu vois. Alors après, par contre, si j'intéresse pas des gens de la résidence, ça peut devenir compliqué. Ou un artisan qui aurait genre deux camionnettes ou de petits fourgons à mettre, non? Oui, c'est ça. Mais je suis pas inquiet, d'autant plus que j'ai regardé le règlement de copro pour voir le niveau des charges des places extérieures. Parce que la seule inquiétude, j'ai mis très peu d'argent là-dessus, la seule inquiétude, c'est le niveau de charge et de taxe foncière, en gros. Mais il est très faible, en fait. Hein. J'ai regardé et
Donc à la limite, même si je les loue pas, si tu veux, la perte annuelle, elle sera très très légère, voire compensée par l'unique location de la place intérieure. Ce qui est top. J'aurais du mal à perdre d'argent dans cette opération. Et alors, donc ça, c'est bien. Et là, je viens d'acheter un autre lot, un lot de 4, donc ça faisait 46. Donc là, un lot de 4 qui est donc ce coup-ci plutôt nord-ouest de Paris. Et 4 places intérieures. C'est plutôt une ZAC, dans le sens où ils prennent des grands champs. Ils construisent à peu près 700 logements à cet endroit, avec des commerces, plein de trucs. Donc là, j'ai acheté 4 places. Donc dans ces endroits-là, on a peu de recul. Hein. Sur les ZAC, tu sais pas ce que ça va devenir. Mais mon expérience m'a montré que j'ai déjà acheté dans une ZAC. Aujourd'hui, c'est ingarable, quoi. On a beau avoir de la nouvelle réglementation avec tant de places par logement, quand tu es en banlieue un peu loin de Paris, tous les couples de voitures, quoi. C'est vrai maintenant. Et donc, j'ai eu aucun problème à louer dans cette première ZAC où j'avais acheté. Donc là, c'est pareil, j'ai beaucoup cassé les prix et du coup, j'ai acheté sans beaucoup de recul. Mais du coup, j'ai mis une annonce la semaine dernière. Alors, je ne les ai pas encore, ça va être livré au T1 2018. J'ai déjà un gars de la résidence qui veut m'en louer une. Donc ça paraît pas mal parti. Ça commence bien. Sachant que le premier immeuble est livré en ce moment-là. Ah oui, donc le mec, il vient à peine de s'installer, il est déjà en train de chercher un stationnement. Ouais. Quoi. Ouais. Ok. Oui, donc ça dénote aussi peut-être d'un vrai problème. Ouais, donc c'est bien. Un problème de parking. Je pense que... Oui. Puis je pense que là, c'est... Autant dans les 2 dernières années, je me testais, si tu veux, ou des fois, j'avais acheté des lots de 4-5 sans vraiment savoir, mais le risque, quand on achète 4 ou 5 et que le prix est très bas, il est très faible. Enfin, je valide toujours les tarifs à la revente pour être sûr quand même que je ne surpaye pas. Parce que ça, j'appelle les agences immobilières. C'est d'ailleurs souvent étonnant, parce qu'on croit vraiment que les prix sont supérieurs à ce qu'ils sont réellement. Et les agences immobilières qui connaissent vraiment les prix, tu te rends compte que par rapport à ce que te dit un promoteur qui va vendre des places à 10 000, tu vas avoir l'agence immobilière à côté, ils vont dire les places ça vaut 4 ou 5 000 euros. Quoi. Et là tu dis mince. Ouais, je comprends. Donc il faut quand même faut faire gaffe à l'achat. Il faut faire attention, ouais. Donc voilà, j'en ai pas mal dans le pipe. Non, vas-y. J'en ai pas mal dans le pipe et je faisais aussi gaffe à un truc, c'est je crois qu'on a une limite sur le Bon Coin en termes de nombre de locations. Mais tu vois, donc ce qui est bien, c'est que j'ai des lots qui sont pleins. Je voulais pas me retrouver avec une place à louer dans 7 ou 8 lots différents parce que je crois qu'on est limité à 5 de mémoire. Après, je sais pas, c'est plus compliqué. Oui, je crois que c'est ça. Après, il faut passer sur un compte professionnel qui est payant, donc c'est un peu moins cool. Ou alors après, deux adresses, deux identifiants. Oui, 2 identifiants. Tu utilises 2 identifiants. C'est ce que je disais, tu changes d'adresse email et tu repars avec 5 annonces possibles en plus. Quoi. C'est vrai. Jusqu'à 10, ça devient gérable. Ouais, après, sinon tu tiens un petit fichier Excel avec telle annonce, tel stationnement, il est avec tel identifiant, le Bon Coin, et puis derrière tu... Et honnêtement, comme tu commences à en avoir pas mal, tu crées un site internet sous WordPress, et tu mets tes annonces là, il suffit que ton site soit bien indexé, tu mets des mots-clés, c'est ce qu'on appelle des balises, et en fait, tu mets loup, garage, et puis le nom de la commune, tu vas vite voir en quelque temps, tu vas sortir dans la première page sur Google. Ou simplement tu mets une annonce sur le site du collectif, parce qu'on a déjà fait C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Mais t'en as mis une, je crois, t'en as mis une, ouais. Tu touches un point justement, c'est que en fait j'ai calculé la rentabilité de mes places de parking et sachant qu'il me reste 5 à louer, je suis déjà à 6,28 net
Alors, ça paraît peut-être pas énorme, C'est pas mal. mais à terme, quand j'aurai tout loué, je vais être à 7,5, 7,5, 8. Ce qui est bien, ce qui est bien. Bon, ça paraît pas énorme. Oui, c'est bien sans être gigantesque. Il y en a qui cherchent plutôt du 9,10, Oui. mais par Oui, contre, sur j'ai le volume. comparé ça. Toi, c'est sur le volume, en fait. Oui, j'ai comparé ça à de l'habitation et je suis à 2,5, 3 fois plus, quoi. Ah bah oui. Donc, ce que je me suis dit, là, c'est que je me suis dit, j'ai revu les objectifs. Eh ouais. C'est vrai. Alors, j'ai eu un problème quand même, je vais vous en parler, mais j'ai revu mes objectifs et je me dis que je vais en chercher 50 autres et je vais arriver dans 2 ans à 100. Donc ça, D'accord. c'est une nouvelle Quel objectif. objectif? Parce que je me dis qu'il n'y a pas de raison, quoi. Avec toujours un peu la même stratégie, c'est que si c'est un lot plutôt gros, au-delà de 40, 50 000, plutôt faire un crédit. Et puis si à l'unité, ça n'a pas d'intérêt de faire un crédit si c'est une place à 5 000 euros, quoi. Mais tu achètes une place individuelle, oui, parce que tu as les frais de notaire réduits, tu vas me dire, mais tu cherches quand même pas à prendre un lot de 2 ou 3 places, non? Tu es toujours même une j'achète. place, tu vas y aller. Ah, mais moi, une place, si on me la vend 5 000 euros et que sur le marché ça vaut 10 000, j'achète, hein. Ok, ouais, je comprends. Ouais, c'est une bonne affaire, c'est vrai. Ah ouais, parce que en frais de notaire, je vais payer quoi, 1 400 euros de frais? Elle me revient à 6 400 pour un truc qui vaut 10 000. Non. Après, c'est lourd quand même, hein. Une place, compromis de vente, 2 fois de chiffre, Ouais, c'est vrai. les vites après pour les locations. Alors après, comment tu fais sur tes parkings? Tu sous-traites la location Je vais en gérance? Non, oui et non. Je vais te dire, mais c'est lourd, oui et non, parce que en fait, ok, tu vas chez le notaire, ça je suis d'accord. Donc l'initialisation du truc, de toute façon, tu n'as pas de crédit à faire parce que c'est une place, c'est 5 000, tu fais pas de crédit. Donc ok, tu vas chez le notaire une fois, bon, ok. Mais après, je t'assure que tu la loues une fois la place, tu n'en entends plus parler pendant 5 ans, quoi. Ou 3 ans en moyenne, hein. Les places, les locataires, je crois qu'il reste à peu près 3 ans en moyenne. Faudrait que je fasse le calcul. Je n'ai pas encore énormément de recul, mais j'y suis allé une C'est fois. assez cher là. Alors, je loue pas très cher, parce que moi, mon objectif premier, c'est de remplir. Une fois que j'ai rempli et que j'ai un locataire qui part, je remonte un tout petit peu le loyer, quoi. Si je sens que je suis dans un tarif qui était trop bas, quoi, parce que je voulais remplir initialement. Mais pour la gestion et la mise en location, en fait, moi, j'habite même pas en région parisienne. Je vais remonter cet été en région parisienne. Je déménage, mais je suis à côté de Poitiers. Et pourtant, tu vois, j'arrive à prendre le TGV pour aller chez le notaire. Mais voilà, ce que je fais. Passionné qui compte pas ses heures et ses frais, peut-être, non? Ouais, c'est. Tu n'inclus pas tes frais de TGV dans ta rentabilité, je veux dire, tes frais de déplacement, tu les inclus pas dans ton calcul de rentabilité. Ouais, okay. Non, mais souvent j'y vais pour plusieurs choses, pour le boulot, et puis je fais en même temps quelque chose d'autre. En général, quand je vais à Paris, il y a toujours 2-3 trucs à faire. Mais pour les faire gérer, alors principalement, il y en a à peu près la moitié que j'ai loué moi-même, mais j'ai aussi mes parents en région parisienne qui sont retraités, donc je leur ai laissé la collection de BIP et c'est eux qui vont au rendez-vous, quoi. Mais j'ai déjà loué à distance en envoyant des bips par la poste. Enfin, j'ai déjà fait un peu tout ça aussi, quoi. Mais ah ouais, c'est pas risqué, ça, des bips. Alors contre-paiement, non? T'attends de recevoir un paiement avant d'envoyer le bip ou? Alors, j'ai fait. J'ai dû le faire 2 fois, mais une fois c'était un locataire existant qui m'avait trouvé quelqu'un d'autre qui voulait louer. Ok. Donc tu vois, il connaissait la personne. Enfin, c'est. Relation de confiance, quoi. Ouais, deux fois ça a dû se faire comme ça. Et puis une autre fois, tu le sens au téléphone, quoi. Oui. C'est un parking, je veux dire, j'envoie le bip, s'il part dans la nature avec, je vais redemander un bip au syndic, j'ai noté le numéro, je vais dire au syndic de bloquer ce bip, et puis voilà, quoi. Ouais, je comprends. Ça me coûte moins cher de faire ça qu'à d'aller prendre le TGV. Hein. Ah, on est d'accord. Ouais, tout à fait. C'est vrai que vu comme ça, ouais. Mais, allez, j'ai envie de dire 95% des gens sont honnêtes. Hein. Oui, bien sûr. Je dis pas le contraire. Alors, en parlant des 5%. Au préalable, effectivement, je crois qu'on en avait déjà parlé, c'est que pour monter le contrat, en fait, tu demandes tout un tas de papiers, quoi.
C'est-à-dire les fiches de paye, le contrat de travail. Moi, je demande pas grand-chose. Hein. Bah, non, mais tu peux sélectionner comme ça, justement. À distance, oui. Quand tu es à distance, tu peux renforcer le process. Ouais. Alors, celui qui est vraiment intéressé, alors celui qui commence à dire « Ah non, vous n'allez pas avoir mon contrat de travail, vous n'allez pas avoir mes fiches de paye, vous n'allez pas avoir ma feuille d'imposition », c'est que le gars, déjà, ça part déjà mal. C'est pas que tu vas en faire quoi que ce soit, c'est plus... Tu poses une question. Moi, il y a des gens à lesquels il y a plein de choses que j'ai pas demandé, notamment des cautions, parce que voilà, quand tu vois les revenus, tu dis c'est bon, quoi. Enfin, tu sens bien la personne, tu vas pas plus loin. Mais ça permet tout de suite d'écrémer une partie de peut-être mauvais payeurs, potentiels mauvais payeurs, ou alors une personne en détente. Et surtout, quand je fais ça justement à distance, je pourrais avoir un process un peu plus sélectif grâce à ces papiers que je leur demande en fait. Oui. Ouais. Mais j'essaie d'uniformiser la chose en fait, de robotiser, enfin comment dire, pour que ce soit simple, il faut faire tout le temps la même chose, tu vois. Et donc je demande une copie du carte d'identité et je demande 1 mois de caution pour le BIP en fait. Et je demande toujours la même chose maintenant. Ce qui fait que je me prends pas la tête. Et s'il faut que j'explique à mes parents que là, pour ce parking-là, c'est pas 40, mais 45, et l'autre c'est 39, mais l'autre c'est 37, enfin, à la fin, t'es perdu, quoi. Ouais, qu'est-ce que j'écris sur le bail? Enfin, ils sont paumés. Hein, et en règlement, tu fais un prélèvement automatique? Ils sont tous en virement. Oui. Là, j'en ai en ce moment, donc j'en ai une trentaine, ils sont tous en virement. Ouais, c'est clair. Mais c'est même eux qui ont envie, hein, c'est même pas moi. Hein. Oui, ça m'arrange aussi. Voilà. Ça les embête. Bien sûr. Moi, c'est aussi que la technique, ceux qui veulent rester en chèque, c'était une clause qu'on avait fait ajouter dans le bail du collectif. On avait ajouté, moi j'en avais pas mal qui étaient en chèque, et le fait de leur dire c'est règlement à 10 du mois et si tu veux faire un virement automatique c'est au 15 du mois, de leur donner 5 jours en plus. Moi, ça avait aidé à avoir des locataires qui disent bah finalement, je peux gagner 5 jours parce que ma paye est peut-être virée le 10 et du coup, ça m'arrange de vous faire un virement. Ça peut être aussi une technique, quoi, de la jouer comme ça, de leur laisser quelques jours en plus. Parce que le virement, c'est ce qui est assez pratique. Moi, c'est que sur virement. Hein. Je laisse même pas le choix. Quoi. Je veux pas m'emmerder à récupérer des chèques, courir après des chèques, mettre des chèques à la banque. Puis quand tu mets un chèque à la banque, après t'exportes ton compte bancaire pour faire ta gestion quand même de compte et de tes garages, et ben là tu sais pas d'où il vient le chèque. Alors que quand c'est un virement, c'est monsieur un tel, et tout de suite tu identifies à quel garage c'est. C'est vrai ce que tu dis, et moi je rencontre cette difficulté parce qu'il y en a beaucoup que j'ai eu récemment, et donc quand ils arrivent, par contre les locataires, je demande un chèque pour la caution et le premier mois de loyer, et après on passe au virement. Oui. Et donc en effet je fais très attention de garder tous les talons avec les noms des personnes qui m'ont donné, parce que t'es vite perdu. Hein. Tu sais que autrement, enfin voilà, les virements ça peut se faire le jour J quand tu fais l'état des lieux. Enfin toi c'est différent, t'es pas forcément présent, mais moi j'ai déjà fait ça. Le virement c'est si vous voulez me faire un virement direct par smartphone. C'est-à-dire le gars il se connecte à sa banque, il fait le virement directement. Ouais. Et là, tu repars bien. Effectivement, c'est une des difficultés. Au départ, le chèque de caution, mine de rien, quand tu en as plusieurs du même prix, tu sais plus trop à qui l'affecter, quoi. Et après, les virements, ils sont. Et tu peux très bien demander un virement pour la caution. Oui, c'est vrai. Pour reprendre la gestion derrière. Ouais. Toi, Bruno, tu demandes systématiquement un virement, même pour les cautions, alors. Oui. D'accord. Ah bon, oui. Ouais, pour l'instant, je suis plus chèque. Parce que c'est pareil, c'est mes parents qui vont. Enfin bon, ce serait un peu trop compliqué. Mais et puis finalement, je me rends compte aussi d'un truc qu'il faut que je fasse. Je suis en train d'améliorer mon process, mais je pense qu'il faut toujours faire une photocopie des chèques avant de les encaisser, parce que ça te permet d'avoir l'adresse de la banque. Et à la limite, si tu te retrouves face à un mauvais payeur, ça te fait encore un élément de plus, quoi. Tu peux appeler la banque, j'en sais rien, mais parce que là, j'ai fait face à un mauvais payeur. Tous les mois ou les mois et demi, je check un peu si tout le monde a payé, puis à chaque fois j'en trouve un ou deux parce que le virement s'est arrêté.
Ça faisait 1 an qu'il l'avait mis. Enfin, il y a tout. Il peut y avoir des trucs. Hein. Puis en général, ça pose pas de problème ni rien. Et là, il y en a un. Alors là, mais je l'ai relancé, mais je me suis acharné sur lui, quoi, parce que il faisait tourner en bruit, quoi. Il me disait qu'il avait perdu son code, il pouvait plus faire le virement. Enfin, des tas d'excuses, mais alors. Et il y a 2 jours, il m'a fait le virement. Là. Il avait 2 mois de retard, donc ça y est, c'est reparti. Bon. Enfin, le gars, il dit voilà, j'ai un passage difficile. Ouais, il communique pas. Ce que j'aime plus. 3 mois d'un coup, quoi. Enfin, voilà, ou 2 mois d'un coup, quoi. Ouais, mais c'est ça, là, il m'a fait 3 mois d'un coup. Donc, tu vois, le problème que j'avais, c'est qu'il communique pas. Il se bloque. Il te répond plus, il fait le mort. Et ça, c'est super désagréable, quoi. Donc, je vais lui dire, j'ai bien reçu le virement, mais faut qu'on améliore notre communication, quoi, parce que. Bon, après, je le vire pas non plus parce que c'est à l'endroit où il m'en reste 5 à louer, quoi. Mais honnêtement, si tout était loué, au bout d'un moment. Ouais, tu peux le dégager. Ouais. Mais ce bon, mec-là, c'était quelqu'un qui était déjà avant et qui te payait depuis longtemps, non? Alors, il avait déjà eu un retard, mais il est là depuis 6 mois, ouais. Et c'est marrant parce que, à ta question, est-ce que je fais gérer? Mon lot de 19, j'ai quand même mis une agence sur le coup pour me trouver du monde, et elle m'en a trouvé 2 quand même, en 1 an et demi. Bon, c'est toujours ça, hein. Dont ce mec-là, qui est un chauffeur de VTC, donc elle m'a trouvé ce mec-là. Et bon, après, tu vois, moi, j'essaye de prendre ça comme une expérience aussi. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un mec qui paye pas, parce que tu te dis, bon, quel est le process, comment je gère. Donc là, je commence à regarder éventuellement, à réfléchir comment faire. Donc une des techniques qu'on a, c'est comme on va revenir sur Paris, on va garder qu'une voiture. Je vais avoir une voiture qui est une vieille voiture qui a 12 ans, qui ne vaut plus rien. On compte bien l'utiliser pour la mettre sur les places des gens qui squattent ou des gens qui payent plus, par exemple. Enfin, plutôt qui squattent dans un premier temps, mais parce que j'en ai un qui squatte depuis 1 an et demi. Une de mes places qui est pas louée. J'ai mis 7 ou 8 mots. Mais ça y est, ma femme a commencé à regarder d'un point de vue juridique. En fait, il faut que le syndic nous fasse un papier qu'on donne au commissariat. Enfin, il y a tout un truc. Et c'est pareil, c'est pas très grave, on en profite pour apprendre, quoi. Donc la procédure, c'est quoi? C'est que de récupérer l'immatriculation du véhicule à ce moment-là, et que ce soit signalé, et que ce soit le commissariat qui vienne voir le propriétaire du véhicule à ce moment-là. C'est ça l'idée. Pour que le commissariat se bouge, le commissariat a besoin d'une lettre du syndic. Parce qu'apparemment, c'est le syndic qui est le garant des lieux, quoi. Enfin, ben alors la dernière fois qu'on avait essayé, le syndic nous avait dit, bah non, je sais pas quoi. Alors tu vois, on était un peu... mais là, bon, elle y remet un coup, là, donc on va voir. Après, c'est pas très... Enfin, c'est plus vicieux que ça, c'est que cette place, elle avait été louée par l'agence. Et ce gars, je crois qu'il est allé mettre des mots sur la voiture du locataire en lui disant que cette place était prise, je sais pas quoi. Donc le mec est retourné voir l'agence, mais ils sont vicieux. Et puis l'agence m'a appelé, et puis je lui ai dit qu'ils prennent l'autre qui est libre, quoi, tu vois. Et du coup, le mec est encore là, peinard. Ouais, c'est incroyable ça. Oui, mais le gars, il s'est attitré la place comme ça, quoi. Et tu sais pas qui c'est, tu sais pas aller le voir, ce mec-là. Alors, je sais que les flics nous ont dit que c'est quelqu'un qui habite l'immeuble. Je pense que c'est un propriétaire. Parce que, si tu veux, c'est un endroit où les propriétaires de l'immeuble, je t'avais dit, mais ils l'ont un peu mauvaise que j'ai acheté plein de places là et que je fasse mon business en parking chez eux. C'est le fameux coin de jalousie, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Et je pense qu'il fait partie. Alors après, il fait exprès aussi d'être un peu remonté parce que ça l'arrange, ça lui permet d'avoir une place gratuite, quoi. Mais d'un autre côté, tu vois, j'ai une propriétaire dans l'immeuble qui me loue une place très correctement. Et question bête, je sais pas ce que je veux dire, mais payer un huissier pour constater qu'il occupe ta place illégalement, ça te donne pas droit des dommages et intérêts? Voilà. Ça coûte cher, hein, mais c'est une idée comme ça. Ouais, mais tu vois, il y a plusieurs paramètres. Moi, déjà, il y a paramètre temps et distance. Je suis pas là, j'y vais une fois tous les 3 mois là-bas, tu vois. Donc, je peux pas vraiment m'en occuper. Après, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour ce mec. Ouais, je comprends. Tu vois, donc... ouais, mais si tu fais rien, il va prendre ses... Enfin, il a déjà... Ouais, c'est ça. Non, mais ce qu'on va faire là, c'est qu'on a commencé.
Le syndic va faire la lettre et le commissariat va s'en occuper, quoi. Là, on commence à dire au commissariat, ça fait 1 an et demi que ça dure. Donc là, je veux même arrêter de lui, je veux arrêter de lui faire des mots. Après, il y a une question de principe. Je vais arrêter de lui dire de bouger sa voiture. C'est que je veux aller au bout du truc avec une dépanneuse qui va l'amener au foyer, quoi. Ouais, mais légalement, je sais pas si tu as le droit, ça, quand même. Non, légalement, t'as plus le droit. Hein. De toute façon, une dépanneuse ne viendra pas enlever un flic qui a enlevé une dépanneuse n'enlève pas un véhicule comme ça. Hein. Sauf si t'es le propriétaire du véhicule. Ouais, mais que va faire la police là? Tu disais en fait de mettre, La police, ils vont aller de mettre voir. une voiture. Vas-y, Bruno. Ouais, Vas-y, Bruno. une voiture, oui. Ouais, mettre une voiture sur cette place-là, mais si t'en as de libre à côté, le gars il va se foutre à côté. Enfin, tu mets ta voiture là, à l'endroit où il squatte, lui. Non, mais alors, en effet, j'en ai plus que 5 à louer dans le parking. Déjà, faut qu'il sache lesquels c'est. C'est pas évident. Pourquoi tu mets pas des, comment on appelle ça, des Les panthères stop park. J'ai pas envie d'investir pour ça. Ouais. Dans 6 mois, elles seront toutes louées, tu vois. Moi, mon but, c'est de les remplir avec des locataires, pas avec des stop park ou des trucs qui vont me coûter de l'argent. Si je mets un locataire dessus, il me rapporte de l'argent. Je préfère mettre un truc qui me rapporte de l'argent qu'un truc qui me coûte de l'argent, quoi. Oui, bah là, tu peux très bien te dire, voilà, j'attends 6 mois, et puis dans 6 mois, tout sera C'est ça. mieux. Le gars, il aura plus de place, hein, terminé. Hein. C'est ça, et puis... Ouais, sera chassé sauf qu'il même y a par cette technique de mots, quoi. C'est-à-dire, si tu as un Ouais. nouveau locataire qui arrive et qui commence à l'harceler en lui mettant des mots, c'est ma place, ça va te créer le bazar et. C'est ça, c'est moi, pour ça que c'est j'avais la eu le cas- dernière que je vais louer. Ouais. C'est la dernière que je vais louer, et c'est peut-être la voiture de la vieille voiture de ma femme qu'on irait mettre dessus, tu vois. Comme ça, Ouais, je les mots, comprends. c'est moi qui vais les récupérer. Et ma voiture, elle bougera pas, la voiture. Ouais, ça peut être la solution. On va peut-être pour la garder pour nous comme stockage de voitures, d'ailleurs, parce qu'on aura une voiture en trop Ouais. en région parisienne. Donc bon. Et ce mec-là, est-ce qu'il a une autre place dans ce parking ou non, il s'est attribué une place comme ça? C'est qu'il a un vide pour rentrer. Ouais, un jour, j'ai rencontré le gars qui gare la place voisine, et il m'a pris un peu de haut, et je me suis un peu engueulé avec lui. Il me dit, mais c'est quoi, vous louez des places? Vous êtes qui pour louer des places dans ce parking, etc. Et donc, je me dis que c'est peut-être ce gars-là. Ah oui, sûrement. Tu as Oui, je pense. 90% de chances que ce soit lui. Et pour répondre à ta question, moi en fait, c'est déjà arrivé, parce que je m'occupe aussi des fois de syndics de copropriété, de copropriétaires, et on a eu justement le cas où on a envoyé le commissariat pour un véhicule qui était une place pour laquelle il n'y avait pas le droit. Donc c'est une place extérieure, rien à voir, mais sur le principe, la démarche est la même. C'est le syndic qui a été obligé de mandater le commissariat de police avec l'immatriculation du véhicule pour les faire venir. Donc ce qui s'est passé, c'est que la police a rencontré le propriétaire. Elle ne donne pas le nom du propriétaire, ni au syndic, ni aux gens. Bon, après, question de vie privée, ça je peux comprendre. Et du coup, en fait, la police, ils vont aller le voir, ils vont lui dire, faut bouger votre véhicule, vous n'avez pas le droit d'être stationné là. Le mec, il va le bouger. Mais je veux dire, le lendemain, il remet la voiture et le commissariat, ils vont me dire, on n'a pas que ça à faire, quoi. Donc après, peut-être qu'une fois ça peut marcher, mais tu vois ce que je veux dire. Dépanneuse, hein. Non, dépanneuse, là, ce coup-là. Hein. Et puis là, c'est la fourrière à payer. Ouais, mais je sais pas si la police. Nous, on voulait la mettre en fourrière. Hein. Et comme c'est un parking de copropriété, nous, c'était même plus loin. Il y avait eu le cas aussi d'une voiture qui était ce qu'ils appelaient une voiture ventouse. Où la police était venue, ils avaient mis un coup de peinture entre le pneu et le sol pour voir que la voiture bougeait pas au bout de 6 mois, machin, et ça a traîné, mais énormément. Tandis que si le mec, là, il l'utilise et que tous les jours, il prend sa bagnole pour aller au boulot, ça va pas marcher, hein, cette technique-là. Et avant de la faire enlever en dépanneuse, nous, on avait mis bien plus de 6 mois, parce qu'il y avait des 6 mois le temps que la voiture bouge pas, et la voiture, elle bouge d'1 millimètre, le trait de peinture est décalé, ils l'enlèveront pas. Ouais. Ça m'étonne pas, moi. Tu sais, j'ai discuté avec un spécialiste de parking, un mec qui a une centaine de box là, en région parisienne. Bon, qui lui est plus à se faire respecter très rapidement, si tu veux, hein, de caractère, etc. Il fait pas dans la dentelle, alors. Voilà. Alors, et c'est lui qui m'a donné la technique d'avoir une vieille voiture pourrie qu'il utilise pour prendre la place des mecs qui squattent. Et bonne technique. Bonne technique. Ouais, parce que le mec, il va te la détériorer, il va te l'abîmer, c'est sûr. Il va se venger, le gars. Pour l'instant, j'ai pas touché sa voiture. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Après, remarque, si tu as un véhicule stationné
et que le mec te l'abîme, là tu peux déposer une plainte et tu vois ce que je veux dire. Ah ben oui, Là et tu peux surtout peut-être que, être dans ton droit et aller embêter le gars, quoi. Tu vois. et surtout que si on commence la démarche et que les flics vont le voir, et qu'ensuite j'ai ma voiture, je suis pas sûr qu'il osera l'abîmer. C'est une vieille Eh voiture, je oui, m'en fous. ouais, Mais c'est une bonne technique ça. Ça c'est pas ouais, mal. c'est Bon, pas faut avoir une mal. vieille voiture. C'est ça. Mais je crois que le gars, il avait acheté une vieille voiture pour faire ça. Ah ouais. Après, ce qui se fait aussi, mais peut-être pas en intérieur, mais en extérieur, bah, tu le mets derrière lui, il est garé, et tu le bloques tout simplement. Tu gardes ta voiture derrière. Ouais. Et Alors, puis, je pensais à un autre truc. et puis tu la laisses 2-3 jours comme ça, il va vite comprendre que il va pas à se mettre là, hein, parce que sa voiture, a priori, s'il en a une, c'est qu'il en a besoin, soit pour aller Ouais. au boulot, soit pour faire autre chose. Et je pensais à un autre truc, c'est que je peux tout à fait... tu sais, j'ai mis des mots de me rappeler, etc. Enfin, j'ai tout fait, quoi. Rien. Je pourrais emprunter les essuie-glaces en laissant un mot, en disant que j'ai emprunté les essuie-glaces parce que je dois absolument lui parler et que je tiens à lui rendre ses essuie-glaces, par exemple. Ouais, mais Je sais pas ce que vous en pensez. ça peut être considéré comme de la détérioration de véhicule. Après, le mec qui pose une plainte, à mon avis, tu peux être un peu emmerdé pour ça. Ouais, Je pense. à savoir. Tu risques pas grand-chose, Ouais. je pense, pénalement, parce que des essuie-glaces, tu risques pas grand-chose. Mais je pense que là, le mec, il peut attendre que ça pour te mettre, pour t'embêter, quoi. Et dans ce cas-là, Ouais, tu vois c'est ce pas que je veux terrible, dire. ouais. Ouais. Ça, c'est pas terrible, et je pense que légalement, Ouais. là par contre, le commissariat, je peux dire qu'ils vont te faire chier parce qu'ils pourront rien te faire de grave, mais indirectement, c'est plus toi qui risques d'être embêté pour cette histoire-là, quoi. C'est ça, Bruno, Honnêtement, t'en penses quoi? si tu avais son identité, c'est-à-dire nom, prénom, bon, l'adresse, tu l'as, Ouais. J'ai ça pas quand même. un recommandé, voilà, ne serait-ce qu'un recommandé, ça peut peut-être le faire bouger un peu. Et le nom, à mon avis, c'est assez vite. Le jour où tu as un parking, tu dis, je sais pas, ah oui, j'ai remarqué que cette voiture, il y avait une perte d'huile ou je sais pas quoi, il faudra avertir le propriétaire, vous savez qui c'est, et puis les gens disent, ah oui, c'est monsieur un tel, ah Mais ça va, ouais, là, c'est ce que j'ai fait. je vais lui mettre un petit mot dans Ouais, sa c'est- boîte. Et puis voilà, Ouais. t'as son nom déjà, et le fait parce que là, il avance masqué, en gros, il sait très bien qu'il va pas tous les 4 matins. Donc le jour où tu as son identité, tu peux un peu plus l'embêter, là, déjà. C'est vrai. Bah oui, je vais sonner chez lui, ouais. Ouais. Ouais, je peux aller sonner chez lui. Mais tu sais, j'ai essayé, j'ai croisé le voisin et malheureusement, je pense que j'ai Et quand tu tombes croisé sur la sa mauvaise femme personne. Parce que- et tu dis, sa femme, t'es pas au courant, quoi, si tu veux, quoi. Et puis elle va dire à son mari, bon, t'arrêtes tes conneries, là, la place, elle est pas à nous, quoi. Pour pas avoir d'emmerde dans la copropriété. Ouais, ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un problème finalement intéressant à gérer, mais qui m'a pas du tout coûté d'argent. Parce qu'en fait, j'ai encore des places à louer dans ce parking. C'est comme ça. Ouais, mais Oui, c'est mais le compliquant. problème, c'est que le jour où tu seras plein, cette place-là, elle va vraiment t'embêter, et là, elle peut bon, Ouais. je vais pas dire Là, faire ouais. perdre un locataire. Et en Voilà, c'est réunion ça. de copropriété, t'as déjà été à réunion de copropriété avec le syndic? Non, c'était- Ce mec-là est propriétaire, il y va peut-être, non? Oui, mais c'était en février l'an dernier pendant que j'étais au ski. Et tu sais, il y a eu un pataquès. Et il y a eu une grosse connerie faite du syndic. C'est que j'avais contacté le syndic parce qu'au départ, je voulais faire 6 ou 7 box. Ah oui. Mais à la fin, je me disais qu'il n'y en avait que 3 qui étaient bien parce que c'est des places handicapées, etc. Ou des places côte à côte. Et donc, la gestionnaire, j'avais dit que finalement, je voulais faire plus que 3 box. Et là, je reçois le PV d'AG et je m'aperçois elle a écrit une clause me concernant avec une demande d'autorisation pour 7 parkings dans la copro, quoi. Ah ouais. J'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, ils vont réagir, ils vont mal réagir, ils vont se dire, mais c'est quoi ce bazar? Enfin, elle a été d'une maladresse pas possible. Et donc, j'ai appelé avant l'AG en lui disant que je me sentais très mal et que je comprenais pas pourquoi elle avait fait ça, etc. Vous verrez, pas de problème. Résultat, il y a l'AG. L'AG, ils ont été, comme prévu, remontés. Qui c'est ce gars qui a autant de parking, qui veut faire autant de box? C'est quoi ce trafic? Enfin, tu vois. Donc, ils ont refusé. Mais j'étais pas à l'AG. Donc,
Ouais, t'as pas pu défendre ton projet en fait. Non. Donc, je vais peut-être y aller cette année si ça tombe mieux. Mais je veux plus boxer, ça m'intéresse pas. Enfin, pas là-bas. C'est trop loin de Paris. La valeur du box, elle est pas énorme par rapport à la valeur de l'emplacement, y compris à la location ou à la revente. À un moment, j'avais vraiment une stratégie, dans ma stratégie, d'acheter 80% de mes places boxables, ce que j'ai à peu près dans les copros, mais je suis très sceptique sur le boxage. En fait, je pense que ça dépend vraiment de l'endroit. Je pense que quand on n'a pas de problème à louer, quand c'est des emplacements et qu'un box finalement n'est pas valorisé énormément dans la commune, je vois pas l'intérêt. Ce qui est le cas là-bas. Daniel qui nous rejoint, alors je l'ajoute à la conférence, est-ce que ça va marcher? Par contre, si tu as un box, tu n'as plus d'histoire de squat. C'est vrai.